Bonjour à toutes et à tous, Salut. c'est Kevin Xavier pour les Ludovores. On se retrouve pour notre petit bilan mensuel de la chaîne. Et comme vous le voyez, c'est pour la première fois dans notre nouveau décor. Pour l'instant, pas terrible, il faut bien l'avouer. Mais ne quittez pas encore la vidéo, ça va s'améliorer. Pas aujourd'hui, pas au cours de la vidéo, bien entendu. Hein, on n'est pas, magique. Hein, on n'est pas si doué que ça non plus. Mais au fur et à mesure, bien entendu, cette salle va être amenée à être un petit peu améliorée en termes de customisée, ouais, voilà. c'est ça. D'abord derrière, là, vous avez les restants d'une bibliothèque que vous connaissez si vous regardiez le menu crowdfunding qui va disparaître, être remplacé par une Kallax prochainement avec donc plein de jeux à l'intérieur évidemment. Et puis peut-être un petit peu de décoration par-ci par-là. Mais pour l'instant évidemment, je viens de déménager, enfin d'emménager plutôt d'ailleurs. Et donc il reste encore un petit peu de bordel partout. D'ailleurs, vous en voyez un petit peu dans le reste de la bibliothèque. Bref, quoi qu'il en soit, on se retrouve pour ce petit bilan ludique du mois d'avril 2022. Et il va être petit le bilan. Il va être petit pour la raison que je viens d'évoquer en fait, c'est-à-dire que comme vous le savez si vous avez suivi le menu crowdfunding, je viens de déménager la semaine dernière avec ma femme dans une maison, donc du coup maintenant ça y est, j'ai une pièce réservée aux jeux et donc aux vidéos également, donc ça c'est plutôt un gros plus en termes d'organisation notamment. Mais du coup pendant le mois d'avril, j'étais très occupé pour préparer le déménagement. Et du coup, j'ai pas beaucoup joué. Et par voie de fait, Xavier non plus. Disons nettement moins, même si moi je joue d'habitude plus que toi en solo. Donc j'ai nettement plus de parties que toi au compteur pour le mois d'avril. Mais pour moi également, le mois d'avril a été un mois plutôt calme, il faut bien l'avouer. En plus, au mois d'avril, on a eu quelques semaines de vacances au boulot, ce qui fait qu'on n'a pas joué dans ces conditions-là comme ça. Et comme toi tu préparais ton déménagement, tu as eu pas mal de préparation. Donc on a eu beaucoup moins d'occasions en général de se voir. Bon. Mais bon. On a joué quand même un petit peu, on va faire un mini bilan. Du coup, la vidéo sera sans doute plus courte que d'habitude, ce n'est pas forcément un mal, non. De temps en temps. Donc écoute, tu commences, je commence. On va suivre le schéma habituel, ce à quoi on a joué, puis ce qui nous a plu, déplu durant le mois d'avril, et éventuellement ce qu'on veut mettre sur la table au cours du mois de mai. Écoute, tu viens de finir un tour de parole, donc je vais enchaîner sur le mien. Vas-y. Avec un tout petit top. Généralement, on essaie de faire un top 5, en gros. Mais là, comme le mois est très léger, je vais faire un top 2. Pour la simple et bonne raison que sur les 21 parties, seulement 21 parties que j'ai fait le mois dernier sur 11 jeux, sur ces 11 jeux, il n'y a que 2 jeux qui sont sortis plus d'une fois. Donc je me vois mal faire un top avec, et en 3ème position ex aequo, 8 jeux. Ça n'aurait pas beaucoup de sens, c'est clair. Ça serait pas très intéressant. Donc je vais quand même faire ce petit top 2 et ensuite revenir sur les nouveautés du mois. Alors le top 2, ça va être donc du coup très rapide. En première position ex aequo, parce qu'en fait les deux sont ex aequo avec 6 parties. La première, c'est Scrolls of Sedlec. Classique. Voilà, un grand habituel, un classique du menu, enfin pas du crowdfunding, mais du bilan ludique du mois. Il y est tous les mois, a priori. Voilà. Tous les mois on y a droit, vous y avez droit également d'ailleurs. Scrolls of Sedlec, ce petit jeu de Bartonshire Games, très sympa, vraiment très agréable, que ce soit A2, A3, A4 on n'a pas encore testé, mais j'imagine que ça va être tout aussi sympa. Il n'y a pas de raison. Pas d'interaction directe, mais si ce n'est le fait de piquer des cartes. C'est même pas piquer une carte, c'est prendre une carte que quelqu'un d'autre aurait voulu avoir aussi. Mais bref, c'est vraiment un très bon jeu. Encore une fois, je vous réoriente vers la vidéo que Xavier et moi avons pu faire au tout début de la chaîne avec une qualité certainement assez moyenne en termes visuels. Ah, ça date un peu maintenant, c'est vrai. Mais bon, c'était les débuts. Exactement. Le jeu sera certainement, j'imagine, publié en français par Matago, puisqu'ils ont commencé à publier la ligne de Bartonshire Games. Voilà, on peut l'imaginer, il y a déjà quoi, Scrollopolis, Circle the Wagons, je crois. Tassim aussi. Je crois également. Il y a 4 ou 5 jeux qui sont déjà traduits. C'est ça. Donc on peut espérer... on peut légitimement espérer que Bartonshire Games, toute la série en fait, soit traduite en français, d'autant que c'est pas des cartes avec beaucoup de texte. Non, ça va. Et, mais pour l'instant, moi qui ai 4 jeux de Bartonshire Games, je crois, c'est mon préféré de la série pour l'instant, personnellement, assez clairement. Donc voilà pour première position ex aequo, avec un autre jeu qui lui est pour le coup une nouveauté et en solo qui plus est, et qui est The Spirit of Eden, donc de Alone Editions, donc Youssef Farid, si tu nous regardes. Cocorico du coup. Cocorico, tout à fait.
sur lequel j'ai pu faire mes 6 premières parties également le mois dernier, puisqu'on est en début maintenant. Oui. Excellente petite expérience, plus simple je pense à prendre en main que les précédents jeux de Yosef. The Road et puis... The Road que j'ai pas essayé pour le coup. Oui, et puis Way of the Samurai. Way of the Samurai. Et puis il y avait aussi Black Hole, mais j'ai pas pitché celui-ci. Mais The Road et Way of the Samurai sont quand même réputés pour être des jeux assez punitifs, assez méchants, qui cherchent à vous mettre à bas, en fait, à vous mettre plus bas que terre en fait, et qui réussissent la plupart du temps. Et pour le coup, The Spirit of Eden, alors il y a plusieurs niveaux de difficulté, différents modes de jeu que vous pouvez combiner les uns avec les autres pour aller augmenter un petit peu la difficulté justement. Pour l'instant, j'ai essayé tous les modes un par un, sans encore les combiner les uns avec les autres, mais pour l'instant, j'ai perdu aucune de mes 6 parties. Donc je me dis c'est un jeu un peu plus facile d'accès peut-être que les autres jeux que Yosef pouvait proposer jusqu'à présent. Ceci étant dit, je vais pas tarder à commencer à mélanger un petit peu, à combiner un petit peu les différents modes de jeu, et ça risque d'augmenter sévèrement la complexité. Et c'est là peut-être que le jeu va révéler toute sa richesse aussi, justement, cette versatilité dans les combinaisons que tu peux faire. J'ai cru comprendre qu'il y avait un mode de jeu un petit peu bonus, entre guillemets, qui nécessite d'avoir 2 boîtes du même jeu pour avoir un territoire un petit peu étendu, mais j'ai qu'une seule boîte. Oui. Mais je pense qu'une fois qu'on combinera 2, 3, 4 modes de jeu différents, ça pourrait déjà me mettre des bâtons dans les roues assez facilement. D'ailleurs, je pense que je te le prêterai dans un avenir proche, parce que vous avez étant un amateur de jeux de solo également, solo, oui, tout à fait. Je pense que tu aimerais bien, même si il y a des dés. Oui, c'est ma némésis un petit peu, quoi. Bon, Xavier adore toujours autant les dés, déteste toujours autant Xavier. Ce qui n'est pas vrai, puisque récemment j'ai pu faire une partie de Dice Throne contre pas Kevin. Le gars il s'appelait pas Kevin, et ben j'ai gagné. C'est assez original. Et ben j'ai gagné avec des bons jets de dés. Donc je pense quand même que dans une certaine mesure, la némésis elle est plutôt là que dans les dés. Oui, mais les parties de Euthia récemment en solo, paraît-il. Oui, non, ça c'est, on n'en parle pas. C'est comme le Fight Club, première règle d'Euthia, on n'en parle pas. Voilà pour mes 2 tops de ce mois-ci, donc très très léger, avec 6 parties chacune, donc Scrolls of Sedlec et donc The Spirit of Eden. Et puis parmi les autres nouveautés, parce que j'en ai mentionné une en la personne, j'allais dire personne, c'est pas une personne, mais bon, en la personne de Spirit of Eden, il y a une deuxième nouveauté ce mois-ci qui était donc Sons of Ferial, que j'ai pu tester avec Xavier. Une bonne première expérience que j'ai bien appréciée. Un jeu beaucoup plus, comment dirais-je, complexe, beaucoup plus demandeur. Beaucoup plus expert que son apparence. Voilà, que ce que la boîte, la couverture ne peut laisser penser de prime abord, parce que c'est vrai que visuellement, quand on a le plateau sur la table avec les petites figurines très mignonnes, c'est très mignon. Ça laisse penser à un jeu quasi familial. Ouais, c'est vrai. Et une fois qu'on se lance dedans, on fait c'est pas du tout familial. Mais c'est très sympa. Très sympa, une partie peut-être un petit peu longue, mais parce que c'était notre première partie également. Oui, tout à fait. Donc ça se justifie comme ceci également. Mais j'ai hâte de retenter l'expérience, c'était plutôt très sympa. J'ai hâte de voir ce que ça peut proposer en termes d'expérience de jeu à 3 ou à 4 également. Tout à fait. Je pense que nos partenaires habituels, donc Julien, Fabien, pourraient apprécier aussi. Je pense aussi, oui, tout à fait. Mais très, très bonne expérience, à revoir. Je vais passer à mon top alors. Alors du coup, moi mon top va se faire sur une trentaine de jeux, 30 jeux joués, 30 parties jouées pour 15 jeux différents. Et Kevin a fait un top 2, moi je vais faire un top 4, donc vous voyez c'est assez limité. Alors en 4e position et en 3e position, ce sont des jeux que j'ai découverts en fait très récemment, puisque à Osaka, en ce moment, au moment où nous filmons cette vidéo, c'est la Golden Week. C'est-à-dire à peu près une semaine où tous les Japonais, ou quasiment tous les Japonais, sont en vacances. Et à cette occasion-là, le club, alors comment on va dire ça, la guilde internationale des joueurs du Japon, du Kansai, chapitre du Kansai, chapelle d'Osaka, nous ne sommes pas un culte, organise 3 jours de jeux de plateau société à des tarifs extrêmement agressifs, puisque c'est 4,50€ pour les 3 jours, ça va. Et donc chacun amène ses jeux, trouve des partenaires sur place ou se met d'accord avec d'autres personnes avant. Et du coup j'ai découvert 2 jeux du même auteur, dont j'ai oublié le nom, et je vous le repréciserai dans le petit, dans le petit bandeau que je vais ajouter. Le premier s'appelle Mottainai, c'est un mot japonais et l'auteur n'est absolument pas japonais. C'est un petit jeu où on va dire, l'astuce c'est qu'en fait chaque carte a plusieurs utilisations possibles selon
le côté sur lequel on le pose. En fait, c'est un jeu où vous allez fabriquer des choses, des objets, vendre des matériaux, recruter des apprentis, et quand vous avez fabriqué 6 objets, la partie se termine. Et c'est extrêmement complexe parce qu'en fait, on va, on va devoir d'abord appliquer l'effet de la carte sélectionnée par l'adversaire, puis l'effet de sa carte, ce qui fait qu'on doit placer une carte en sachant que cette carte va être utilisée par l'adversaire à son tour. Donc il faut réfléchir à ce qu'on va lui donner comme possibilité, alors fabriquer des choses, tirer des cartes, prendre des matériaux sur la table pour le mettre dans notre atelier. En fait, le jeu a une empreinte sur la table qui est très faible et qui est qui est assez complexe dans la manière de penser, parce que déjà il faut savoir quel côté de la carte on utilise, et c'est pas si simple. C'est vraiment très intéressant, et j'en ai enchaîné 3 parties quand même. Mais c'est des parties assez courtes du coup. Ah, c'est des parties qui font... c'est une bonne question, mais en effet c'est des parties qui ont dû faire genre quelque chose comme 15-20 minutes la partie. En même temps j'étais débutant, donc je me suis fait repeindre. 20 minutes, voilà, c'est ça. Je me suis fait repeindre, mais vous voyez, à la fin d'avoir été repeint la première partie, j'ai dit au gars, on en refait une. Et à la fin de la deuxième partie, où je m'étais déjà beaucoup mieux débrouillé, j'ai dit, on en refait une. Et le gars était visiblement ravi que j'accroche, parce que c'est pas souvent le cas. C'est un jeu assez... Oui, c'est plutôt bon signe quand tu as un jeu, quand tu finis une partie qui te donne envie d'en recommencer tout de suite. Exactement. Et justement, avec la même personne, avec le même partenaire, j'ai joué après Mode Tainai, donc à ce deuxième jeu du même auteur, et ce jeu s'appelle Innovation en anglais, et c'est en fait finalement un jeu de civilisation. C'est un petit jeu de civilisation basé de cartes, où chaque carte, les cartes sont réparties en ères, de la préhistoire jusqu'à l'âge de l'information, donc chacun est un niveau de 1 à 10, et chaque carte est en fait une technologie ou une avancée, donc l'écriture, la poudre à canon, la fission nucléaire, avec des effets qui vont être appliqués à soi-même ou aux autres, et qui vont être appliqués éventuellement d'abord par les autres s'ils ont plus de symboles que vous dans ce domaine-là, donc il faut réfléchir à quoi poser, et il faut avoir des succès, à savoir réussir à collectionner quelques cartes. Mais ces cartes-là, en fait, sont des cartes de civilisation qu'on a retirées de la partie au début, qu'on utilise de l'autre côté pour leur valeur de succès. Donc déjà, ça retire de la partie un certain nombre de cartes, mais pas les mêmes cartes à chaque fois. Franchement, ça se joue très bien, très vite, c'est très malin, parce qu'il y a moyen, on doit empiler des cartes, mais il y a moyen de les, comme on dit dans le jeu, de les spread, de les déplacer, donc avoir plus de choses et plus d'interactions. Et c'est assez diabolique comme jeu, j'ai franchement été assez impressionné, et ça m'a donné aussi envie, t'en parlais d'ailleurs l'autre jour, de ressortir Age of Civilization, qui est un autre jeu de civilisation qui a une empreinte sur la table très faible, et une durée d'1 heure, je crois. En 1 heure, vous avez fait un jeu de civilisation. C'est vrai qu'un jeu de civ en 1 heure, c'est plutôt... C'est plutôt inhabituel, on va le dire, hein, ça c'est clair. Donc 2 découvertes, moi, 2 de mes classements, 2 des jeux dans mon classement sont des découvertes complètes, et des découvertes extrêmement convaincantes. Ensuite, évidemment, en deuxième place, Skulls of Sedlec, forcément, je n'y reviens pas. D'autant que toi, tu as reçu... quelques extensions, oui, tout à fait. Les extensions supplémentaires qui avaient fait l'objet d'une campagne Kickstarter il y a quelques mois. 6 mois. Ouais, quelque chose comme ça, oui, c'est ça. Avec notamment les poètes, les gardes... Non, pas les gardes royaux, les champions. Les champions, oui. Et puis une autre... Les marchands. Les marchands, voilà, c'est ça. Et les zélotes. Et les zélotes. C'est très sympa, ça apporte quelques renouvellements. Il y a une extension dont on est moins fan, ce sont les champions, que je trouve assez faibles. Mais on était moins fan aussi des gardes royaux. Donc, je veux dire, de notre point de vue, de noob, entre guillemets, toutes les extensions ne se valent pas, mais ça ne veut pas forcément dire qu'elles sont mauvaises, c'est juste qu'on les apprécie un tout petit peu moins, quoi, c'est tout. Mais globalement, plus de variété, plus de rejouabilité, c'est... Tout à fait, c'est toujours bon à prendre, c'est toujours très bien. Et mon top 1, c'est évidemment Sons of Feriel, parce que si j'ai fait une partie avec Kevin, j'en ai quand même fait 7 en solo. Donc je suis à 8 parties sur Sons of Feriel pour un total de 9 heures de jeu. Quand même. Donc quand même beaucoup plus court que quand tu joues à 2. Oui, parce qu'aussi tu débutais, et que soyons honnêtes, Sons of Feriel, comme vous l'avez vu sur la vidéo qu'on a postée sur les Ludovores, l'iconographie, il faut se la mettre en tête au début. Je dirais le processus de jeu, sachant que les 3 phases qui nous sont offertes ne fonctionnent pas de la même manière. L'une, on peut faire toutes les actions mais seulement une fois chacune. L'autre, il faut faire absolument les actions dans un certain ordre. Et la troisième,
les actions dépendent du point d'action qu'on a sur nos héros. Donc c'est tout un ensemble de choses, et c'est ça aussi qui fait que le jeu, c'est quand même plutôt penche vers l'expert plutôt que vers le familial. Donc à plusieurs, oui, c'est ça, quand un nouveau joueur arrive, il faut un certain temps d'adaptation. Mais voilà, tout à l'heure Kevin en a dit à peu près l'essentiel. Pour moi, c'est un excellent jeu. D'ailleurs, je n'aurais pas fait cette partie solo si j'avais pas trouvé que c'était un excellent jeu. Donc voilà, je suis très satisfait de ce Kickstarter qui m'est parvenu finalement, justement, au début du mois d'avril, puisque toutes les parties ont été faites au mois d'avril. Et du coup, expérience très différente en solo et en compétitif. Expérience extrêmement différente en solo, tout simplement parce qu'en solo, comme je le disais dans la vidéo, en solo, c'est une course contre la montre comparable à un Terraforming Mars. À savoir qu'on a finalement un nombre de tours très limité. La différence avec Terraforming Mars, c'est que... C'est pas sur Mars. Déjà. Et deuxièmement, dans Sons of Ariel, ce compteur de temps, finalement, vous avez des options pour le manipuler, pour le reculer, pour vous redonner un peu plus de temps, alors que ce n'est pas du tout le cas dans Terraforming Mars. Au bout d'un certain nombre de générations, c'est fini. Donc là, il est un peu plus souple, mais par contre, vous l'avez eu dans la vidéo si vous l'avez regardé, la première zone, le compteur avance d'une case, la deuxième zone de 2 cases et la troisième zone de 3 cases. Autant vous dire que quand vous arrivez dans la troisième zone, en 2 tours, le jeu est fini. Si jamais vous n'avez rien pour gérer, le tour est fini. Donc c'est un jeu qui est du coup forcément plus rapide, qui vous laisse moins le temps de vous développer, donc il faut prendre des options d'orientation de jeu beaucoup plus strictes, beaucoup plus marquées et beaucoup plus rapides. C'est face à un adversaire automate? Non, c'est face à toi-même en fait. L'adversaire c'est la corruption, mais la corruption contre laquelle on s'est battu aussi en multijoueur. Donc il n'y a pas de représentation physique sur le plateau. Non, il n'y a que toi sur le plateau, toi et les grands anciens, et c'est tout. Les grands anciens, il y a que Toulouse dans son... Oui, les grands esprits, pardon, ma fangue à l'ourcher. C'est un jeu qui dispose aussi d'un certain nombre d'options de mise en place, que j'ai absolument pas testé pour l'instant, des choses qui peuvent venir nous handicaper un peu plus, ou au contraire nous donner d'autres options de jeu. Ça viendra, le test. Je dois dire qu'avant de tester les options, je préférerais tester, comme tu l'as dit, à 3 ou à 4 joueurs pour voir quelle est la dynamique, sachant qu'à 3 joueurs, on ne part plus qu'avec un seul héros et 2 colonies seulement. Alors que là, on partait avec 2 héros et 3 colonies. Donc en termes de développement des ressources et je dirais de la monnaie du jeu, ça n'est à mon avis pas du tout le même rythme. Ouais, possible. Donc c'est assez intéressant à mon avis de ce côté-là aussi. D'ailleurs, il n'est pas exclu qu'un jour on finisse par faire des vidéos à 3 ou 4 joueurs. Croisons les doigts. On espère, c'est un truc qu'on voudrait faire dans un avenir proche. Ça dépendra surtout en ce qui concerne au moins Fabien, je pense pas qu'il serait contre. Non, je pense pas, effectivement. Surtout si c'est pris du dessus, comme souvent nos vidéos, vous voyez pas nos tronches de... Ce qui serait dommage, parce qu'il est quand même carrément beau gosse. Ah lui c'est le beau gosse de l'équipe, lui, ça, c'est évidemment, c'est clair. Voilà, donc c'était mon top. Maintenant, ce qui nous a plu, ce qui nous a déplu durant le mois d'avril. Alors, oui, ce qui nous a plu beaucoup, Spirit of Eden, et c'est parti, donc une belle découverte, encore une fois, merci Youssef pour ce très joli jeu. Youssef qui est actuellement en cours de campagne pour son premier jeu, pas solo d'ailleurs, qui s'appelle Dreamers, si je me souviens bien. C'est ça. Campagne qui ne durera plus très longtemps au moment où vous verrez la vidéo, donc intéressez-vous-y si le jeu vous intéresse. Ça semble très logique et redondant quand je le dis comme ça. Intéressez-vous-y si la thématique du rêve, des mondes oniriques, avec un petit peu un côté cauchemardesque également, vous intéresse pour un jeu à 2 joueurs exclusivement, qui joue pas mal sur une sorte de semi-coopération avec potentiellement des petits coups dans le dos. Ça a l'air d'être un jeu assez intéressant. Pour l'instant, je le surveille un petit peu du coin de l'œil. Je sais pas, on verra ce que ça donne. Mais... En fait, moi, je le surveillais du coin de l'œil aussi parce que la campagne permet de se procurer les précédents. Oui, également. Et vu ton retour sur Spirit of Eden, et j'ai testé Way of the Samurai que tu m'avais prêté et que j'avais beaucoup aimé. Voilà. Mais en même temps, les Way of the Samurai, je crois qu'il en avait qu'un stock très limité, donc je sais pas s'il en reste encore. Je crois qu'il est même pas sur la campagne. Si, il l'est. Ah bon? Parce que j'ai vu The Road, mais j'ai pas vu Way of the Samurai. Si, mais justement, en fait, il y a un twist, tu peux pas l'avoir directement dans la campagne, ça sera éventuellement durant le Pledge Manager. Tout à fait. Donc oui, Spirit of Eden. Ensuite, est-ce qu'il y a vraiment d'autres coups de cœur entre guillemets sur ce mois-ci?
Juste pour le principe, parce que ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas sortis. On a fait une petite partie de Parks récemment, qui était très sympa. Qui était très sympa. Toujours aussi agréable que même à 2 joueurs. Je pense que 2-3 c'est vraiment c'est mieux. C'est l'idéal. À 4 ça commence à être un peu bordel. Disons que 4, faut savoir qu'il faut du temps. Voilà, c'est pas désagréable, mais et à 5, jamais de la vie. À 5 on a essayé une fois, c'était lourd. Ou alors faudrait que à 5 tous les joueurs connaissent parfaitement le jeu et jouent très rapidement. Mais même comme ça, je pense pas que ça serait très intéressant. À 2, 3, à mon avis, c'est vraiment la configuration la plus intéressante. Et puis dernier petit coup de cœur de ce mois, mais encore une fois c'est pas un coup de cœur de découverte, c'est juste que ça faisait longtemps là aussi qu'il n'était pas sorti, c'est Watergate, qu'on a pu jouer à tous les deux également récemment, que j'aime toujours autant. Je trouve que c'est vraiment un jeu super, et pourtant on a toujours ce petit truc qui nous titille un peu, c'est qu'on n'a jamais gagné avec Nixon. C'est ça. On a toujours perdu. Et, bien sûr, à contrario, les journalistes ont toujours gagné, que ce soit avec Xavier ou avec moi-même, mais Nixon n'a jamais gagné. Parfois, ça s'est joué à très peu de choses, mais généralement, c'est quand même assez pas confortable, mais c'est bon, ça va. Des victoires convaincantes, disons. Et du coup, on se demande si vous avez des retours à nous faire également est-ce qu'on a raté un truc, est-ce qu'on a mal interprété quelque chose. Pourtant, les règles sont assez claires, les cartes sont bien écrites. Oui. A priori, il n'y a pas d'erreur de notre part, mais bon, on n'est jamais à l'abri d'avoir fait une boulette quand même pour autant. Mais si vous avez des retours sur Watergate, est-ce que chez vous, est-ce que Nixon réussit à l'emporter mais du coup, à chaque fois que je joue, il y a quand même cette tension, ce côté très palpitant, qui fait que ça reste un excellent jeu que j'ai envie de sortir de temps à autre malgré tout. Donc encore un très petit coup de cœur du mois, même si c'est pas une nouveauté. J'aime beaucoup y rejouer. Est-ce que tu as une déception ? Pour les déceptions ce mois-ci, je crois pas, parce que du coup j'ai assez peu joué, mais non, d'autant que je l'avais déjà mentionné le mois dernier, c'est pas vraiment une déception, c'est juste que j'en attendais pas grand-chose, et après 2 expériences, j'en attends pas beaucoup plus, c'est Kabuto Sumo. Mais encore une fois, c'est parce que c'est aussi en partie un jeu de dextérité que... Oui, c'est pas trop. Pour l'instant, en tout cas, j'allais dire, les jeux de dextérité c'est pas mon truc, mais en fait, je sais pas, a priori, les jeux de dextérité c'est pas mon truc. Peut-être qu'un jour je tomberai sur un jeu de dextérité qui est vraiment excellent. Qui te plaira, oui. J'entends beaucoup de joueurs dire qu'ils aiment pas les jeux de dextérité, sauf Crokinole par exemple. Ah oui, bien sûr. Bon, peut-être qu'un jour j'essaierai Crokinole si quelqu'un en a un dans le coin. Ça coûte très cher. La table, elle n'est pas donnée la table. Non, ça coûte quand même facilement 3, 4, 500 euros, je crois. Oui, un truc comme ça. Bon, a priori c'est pas tellement notre style de jeu, et ça se confirme avec Kabuto Sumo qui est pas désagréable. Mais c'est pas fou non plus. D'accord. Alors moi mon coup de cœur en fait ça va être encore une fois à l'occasion de ce marathon de 3 jours, j'ai enfin eu l'occasion de tester un jeu par Vital Lacerda en Kanban EV. Voilà, je cherchais le mot. Kanban EV, ce jeu de production de voitures dans une usine. Et j'avoue que j'en entendais beaucoup et je suis pas du tout déçu. Pour moi, c'est au même niveau de complexité que les Mind Clash Games comme Anachronie. C'est vraiment vicieux dans le bon sens du terme, il faut vraiment réfléchir à ce qu'on fait. On était 4 joueurs, donc ça a été un beau boxon sur la table, mais un bon boxon dans le sens positif du terme. Et j'avoue que les 2 premiers tours, j'ai un peu complètement nagé sur les règles. Et puis finalement, au cours de la partie, les règles se sont mises en place, et elles sont logiques, elles sont vicieuses et complexes, mais elles sont logiques. Et c'était vraiment une très bonne expérience. J'avais demandé à quelqu'un justement du club de jouer à ce jeu-là, parce que je voulais le tester, parce que j'en envisage éventuellement l'acquisition un de ces jours, et je dois dire que pour l'instant, ça a renforcé mon envie de l'acheter. C'est un jeu que vraiment j'ai apprécié beaucoup. Au point de vue de la qualité de production, c'est assez fantastique, même si ça reste des tuiles et des petites voitures en bois. Visuellement, c'est très très plaisant. Et c'est vraiment très vicieux de ce côté d'avoir retranscrit la compétition acharnée que les ingénieurs se livrent dans l'entreprise pour rester dans les bonnes grâces de la directrice. C'est vraiment très sympa parce qu'on se dit tiens, je me suis placé là, mais du coup Sandra va venir m'évaluer et je suis pas du tout prêt en fait, oh purée, et on perd des points. Et on se dit et c'est très très complexe, là c'est du gros expert de chez Expert. Lacerda. Et c'est vraiment ma came. Les gros experts de chez Expert, je suis loin de dire que je les maîtrise, hein, mais par contre, qu'est-ce que c'est fait, qu'est-ce que c'est bien ici.
qu'est-ce que c'est satisfaisant quand on sort une belle combo et qu'on la doit à soi-même, parce qu'on a repéré bien les règles, tout ça. C'est vraiment très très satisfaisant. Ça explique aussi pourquoi j'adore Anachronie et ce genre. Et Sons of Aerial, parce que finalement, quand tu arrives à sortir des enchaînements d'actions et de cartes, t'es vraiment content. Donc voilà, Kanban EV, bien sûr il faudrait que j'y rejoue, mais en tout cas la première partie était extrêmement convaincante. Et en tout cas dans ta bucket list, donc des choses à faire avant de mourir, complètement. La Cerda c'est bon, check. Complètement. Bah, le prochain, que d'ailleurs le possesseur de Kanban EV a aussi, et je ne désespère pas d'y jouer une prochaine fois, c'est On Mars. Parce que des Lacerda, ce sont les deux avec les thèmes qui m'intéressent le plus. Je suis sûr que les autres jeux sont très bons, mais par exemple The Gallerist, sur l'art, j'en ai strictement rien à faire en termes de thème. Mais d'un autre côté, Abstract Academy, qu'on a couvert récemment en vidéo, ça nous attirait pas non plus thématiquement, puis finalement c'est un bon petit jeu. Ça n'a aucun rapport outre la thématique, bien entendu. La thématique parfois on peut l'outrepasser si le jeu est vraiment... Je suis entièrement d'accord, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé un peu sur Trickerion, parce qu'avant de jouer à Anachronie, Trickerion, préparer des tours de magie, ça m'intéressait absolument pas. Et là, en fait, après avoir joué à Anachronie, je me dis un Mind Clash Game, je peux voir au-delà du thème pour voir les mécaniques elles-mêmes. Donc, du coup, ça m'intéresse déjà beaucoup plus. Alors que moi, Trickerion m'intéresse déjà depuis longtemps, y compris pour sa thématique, que je trouve assez originale et intéressante. Ça, c'est vrai. Ah non, mais ça, c'est vrai, c'est plutôt original. Au point de vue des déceptions, non, j'en ai pas. À la différence de toi, je suis pas spécialement déçu de Kabuto Sumo, parce qu'en fait, pour moi, d'entrée de jeu, Kabuto Sumo, c'est plutôt un jeu familial pour jouer avec les enfants, parce que c'est visuel, c'est tactile, les pièces font du bruit quand elles tombent sur la table, et donc ça donne cette sensation du « oui, j'ai fait un truc sympa », ça se joue en 20 minutes, c'est plié. Voilà. Donc c'est pas une déception, c'est juste que ça n'est pas du tout la même catégorie des autres jeux auxquels d'habitude on joue, quoi. Un jeu familial sympa avec des enfants alors que tu n'as pas d'enfants. Voilà, non mais il faut préparer l'avenir, on sait jamais. Tu sais, mais qui doit sur 6-7 coups voilà, minimum. Parfois ça prend plus que 6-7 coups, c'est vrai. Voilà, je l'attendais, moi je me suis dit je vais rien dire ce coup-là, elle est venue. J'attendais le rebond, puis il a pas fait. Non. Je me suis dit t'as manqué de courage. Non, je testais. J'y suis allé. Je testais pour voir si toi t'allais enchaîner. Il faut une petite blague de mauvais goût par vidéo. Pour savoir si t'allais auto-comboter sur toi-même. Donc c'est beau, tu ne m'as pas déçu. Habitué. Oui, tu ne m'as pas déçu. Humour de mauvais goût, il faut y aller. Voilà pour les bonnes impressions et pour les petites déceptions. On va peut-être passer à ce qu'on veut mettre sur la table. Alors, je vais faire un bilan tout de suite. Le mois dernier, j'ai dit le mois d'avril sera un mois Too Many Bones Cheap Theory Games. Non. J'ai fait une partie. Parce que Sons of Aerial est arrivé. Voilà. Bon, voilà. Donc, du coup, tu réitères ? Pour le mois de mai, je vais être beaucoup plus conservateur, beaucoup plus prudent. Je vais essayer de mettre sur la table Too Many Bones. Netherfields ? Oui, je vais essayer. Maintenant que je sais que Kevin m'a montré des petites coupelles pour les tokens les coupelles sont très pratiques. Je vais m'en procurer parce que... Un petit éditeur japonais qui fait ça. Voilà. Netherfield, le problème c'est que il y a énormément de jetons et donc du coup s'il n'y a pas de coupelle pour les jetons sur la table que j'ai, c'est juste pas possible, quoi. Faudrait que je me lève pour aller prendre sur une autre table les tokens, c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Donc voilà, peut-être une partie ou deux de SIA pour voir si j'arrive à briser enfin cette malédiction du jet de dés. Mais je vais rester modeste sur les objectifs, je dois dire. De mon côté, ça fait 3-4 patrons d'addition que je vous saoule avec ça, mais cette fois-ci ça devrait enfin nous parvenir, enfin, oui. Veiled Fate. Il existe ce jeu ? Il existe. Nyx a récemment posté une photo pour dire qu'il était arrivé. Donc oui, il existe. Mais pour l'instant au Japon on l'a pas encore reçu. Ça devrait être pour la fin du mois théoriquement, donc au pire juin. Mais normalement ça devrait être pour mai. Et puis également je l'avais mentionné il y a 2 mois peut-être environ, mais cette fois-ci il arrive la semaine prochaine si je ne me trompe pas. Wild Serengeti. Ah oui. Alors est-ce qu'on pourra y jouer dans la foulée ce mois-ci ? On verra, ça dépend de la complexité du jeu aussi, mais il a pas d'être très velu non plus, enfin même si c'est avec des animaux de la savane. Aujourd'hui, il est parti en roue libre, il blague tout seul. Alors, moi, j'ai rien à faire. Je fais du solo moi aussi. Moi, je les note et puis je les juge à la fin, mais c'est merveilleux.
A, B. Oh oui, plutôt A. Là, pour l'instant, tu restes dans le A. Okay, T'es plutôt bien. Donc ouais, Wild Serengeti que j'espère pouvoir sortir assez rapidement après sa réception. Et puis parmi les jeux qu'on a déjà, ça fait longtemps finalement, enfin longtemps. Pour nous, ça fait pas vraiment, enfin objectivement pas longtemps, mais subjectivement pour nous, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un petit Dice Throne. Oui, c'est vrai. Ça fait au moins un mois. Et si tu vas par là, il faudrait qu'on continue notre campagne de Dice Throne Adventures. Hein. Aussi, effectivement. Voilà. Sinon, également, si on peut, parce que ça fait quand même aussi 1 mois et demi, 2 mois, se réunir avec nos 2 potes cités précédemment, continuer notre campagne sur le dilemme du roi, qui avance un peu poussivement pour l'instant, même si l'expérience est plutôt là, les 2 derniers mois ont été particulièrement peu prolifiques pour jouer à 4 ou même à 3, donc j'espère que mai, juin seront meilleurs de ce côté-là. C'est vrai. Et puis c'est à peu près tout, si ce n'est que pour ce mois de mai, on va au moins, pour sûr, faire une partie d'une Imperium que vous entrevoyez ici sur la table, puisqu'on s'apprête, bon, c'est secret de Polichinelle du coup, à en faire une petite vidéo. C'est pour ça que c'est déjà installé, on se dit que ça fera un petit décor. Avec l'extension évidemment, l'avènement de X, parce que c'est l'occasion vu qu'il est sorti. Alors, la seule petite différence par rapport aux autres vidéos que vous avez pu voir ici et ailleurs sur le jeu, c'est que nous, on l'a en anglais, parce que pour se le procurer au Japon, c'était plus simple de l'avoir en anglais. Et puis de toute manière, maintenant, quand on se procure un jeu, quand on fait l'acquisition d'un jeu, généralement, on a tendance plutôt à le prendre en anglais pour pouvoir élargir un peu potentiellement les joueurs avec qui on peut y jouer, puisque nos 2 amis habituels sont quand même pas toujours très très disponibles. Voilà. C'est pas une critique. Bien sûr. Mais en plus, on a donc cette fameuse guilde de joueurs du Kansai qui est quand même composée essentiellement d'anglophones. Donc c'est quand même mieux si on prend des jeux en anglais, sinon il y a quand même plus de difficultés à sortir. Bien sûr. Et puis moi, pour une autre raison, c'est comme vous l'avez vu dans la vidéo de Sons of Aerial, c'est que parfois les traductions. Aussi. Alors quand la traduction se résume à des mauvaises orthographes de mots, je m'en fous. Quand la traduction fait que la règle n'est plus la même, là par contre ça me gêne beaucoup plus. C'est plus problématique. Donc, voilà. Sur Sons of Aerial, il y avait quand même 2-3 points qui étaient un peu gênants. Quand même. Alors, ils étaient un peu présents aussi dans la version originale, et l'auteur l'a reconnu, notamment le setup du solo qui utilise la même règle de setup que le 2 joueurs, c'était pas écrit clairement. Donc du coup, les premières parties, quand j'avais qu'un seul héros et 2 colonies, c'était en fait mission impossible. Je pouvais absolument pas gagner, j'avais pas assez de ressources, tout ça. Bon, mais il y a d'autres mots, il y a d'autres choses qui font que les règles sont un peu différentes, et du coup, c'est très gênant. Donc, j'avoue, la VO, sauf pour les jeux narratifs, si c'est possible, parce que là, par contre, les murs de texte, heureusement, Etherfield est pour l'instant bien traduit, de près ce que j'ai pu en voir, mais voilà, quoi, c'est le petit problème. Donc, bon, le dilemme du roi, on va croiser les doigts, tous les doigts. Les doigts de pied aussi. Tout. Plus difficile. Voilà. Et vous verrez bien dans la prochaine vidéo du patron de l'édition si nous avons réussi notre mission de le remettre sur la table. Exactement. Sur ce, on va vous souhaiter une bonne journée. On va vous donner un rendez-vous à la prochaine vidéo des Ludovores. Merci de nous laisser vos commentaires, de vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et à très bientôt. À la prochaine.